Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la vive protestation du MRC contre les procédures judiciaires durant lesquelles son président Maurice Kamto et ses alliés politiques sont jugés en catimini. Le MRC qui redoute qu'il y ait des révélations sur les atteintes graves aux droits de l'homme et qui déplore ces procédures judiciaires qui se déroulent en catimini, craignant une justice partiale. Ce parti politique exige la libération immédiate de son leader et ses alliés politiques. Au-delà de défendre le professionnalisme de l'armée camerounaise, vous suivrez dans ce journal comment le gouvernement fait le point sur la situation sécuritaire dans les régions anglophones. La situation se stabilise, fait savoir le ministre de la Communication, répondant aux critiques de Human Rights Watch sur une situation qui se détériore selon cette ONG dans les régions anglophones. La réaction du gouvernement, c'est à suivre dans le journal de 20h. Et l'Algérie qui célèbre la démission de Abdelaziz Bouteflika après 20 ans passé à la tête de ce pays, comment la mobilisation populaire a eu raison de ce président algérien. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais à l'instant, le mouvement pour la renaissance du Cameroun affiche une vive protestation contre des procédures judiciaires durant lesquelles son président Maurice Kamto et ses alliés politiques sont jugés en catimini pour les empêcher de révéler à l'opinion publique des atteintes graves aux droits de l'homme. Concernant ces détenus, ils sont placés en détention depuis déjà 2 mois et le MRC, redoutant une justice partiale, exige la libération immédiate du professeur Maurice Kamto et ses alliés politiques. D'autres précisions avec Séverin Chouban et Kediara. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun exige des audiences publiques pour ses militants et sympathisants interpellés après les marches blanches du 26 janvier dernier. Dans un communiqué de presse, Mamadou Mota, le premier vice-président national du parti, dénonce les conditions dans lesquelles se déroulent les procédures d'habeas corpus des militants et alliés du parti interpellés. Alors qu'il s'agit à la base de procédures exclusivement publiques, il précise que celles du 2 avril dernier se sont tenues, une fois encore à huis clos, dans un bureau exigu, à l'écart du public, de la presse et en l'absence des avocats de la défense et des requérants pourtant constants dans leur demande d'audience publique. Une action que le premier vice-président du parti met sur compte de stratégies de musellement des détenus appliquées par le pouvoir exécutif. Un pouvoir ténaillé par la peur que les détenus ne révèlent aux yeux du monde l'étendue des traitements inhumains et dégradants subis lors de leur interpellation, garde à vue et mise en détention. Tout en précisant que les procédures en appel ont été mises en délibéré le 9 avril prochain, le parti annonce rejeter en bloc les décisions en instance et en appel issues de ces audiences, car il s'agirait, selon Mamadou Mota, de résultats d'instruction dictés à une justice partiale et aux ordres, en violation flagrante des lois nationales et des instruments internationaux dûment ratifiés par le Cameroun. Enfin, dans son communiqué, Mamadou Mota, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, relève pour le regretter la militarisation des cours de tribunaux, avec pour conséquence une justice rendue en catimini et sous baïonnette. Le gouvernement, quant à lui, rejette en bloc les accusations formulées par Human Rights Watch sur la situation des droits de l'homme dans les régions anglophones. Le ministre de la Communication défend l'intégrité des forces de sécurité et de défense qui sont engagées dans la protection des populations sur le théâtre de la crise anglophone. Pour René Emmanuel Sadi, cette ONG veut manipuler l'opinion publique nationale et internationale en prenant parti pour les bandes armées qui sèment la terreur dans les régions anglophones. Le ministre de la Communication rassure que la situation se stabilise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Selon le porte-parole du gouvernement, les forces de sécurité et de défense reprennent progressivement la situation en main dans les régions anglophones. Il s'exprime dans ce reportage que signe Élisée Bogba et Ike Cyril.
Dans son dernier rapport sur l'état de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, Human Rights Watch accuse les forces armées nationales d'exactions et autres graves atteintes aux droits de l'homme dirigées contre des civils. Des accusations non fondées, selon le gouvernement, qui soutient que les opérations menées par les forces de défense et de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'ont en aucun cas ciblé les populations civiles, mais plutôt les bandes armées qui sèment la terreur dans ces deux régions du Cameroun. Les opérations des forces de défense et de sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ciblent essentiellement les campements et autres cachettes des bandes armées sécessionnistes ayant pris en otage de paisibles populations. Pour le gouvernement, les forces de défense et de sécurité sont dans leur rôle. Elles remplissent leur mission régalienne dans le strict respect des valeurs républicaines et des conventions internationales en matière des droits de l'homme. Les forces nationales de défense et de sécurité sont parfaitement dans leur rôle régalien, celui d'assurer la protection de la nation et des populations dans le respect des valeurs républicaines face à des hors-la-loi qui tuent sans pitié et sèment la terreur et la désolation. Le gouvernement va plus loin en expliquant que les forces de défense et de sécurité s'investissent même dans des activités socio-économiques, question de redonner goût à la vie aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. Nos forces s'illustrent de manière significative et sans compter par de nombreuses actions civilo-militaires, notamment au plan socio-économique, au profit des populations concernées. Des actions qui vont d'ailleurs s'intensifier avec la mise en œuvre en cours du plan d'urgence humanitaire décidé par le chef d'État, son Excellence Paul Biya. Au demeurant, s'il y avait un groupe à condamner, selon le gouvernement, ce seraient plutôt les bandes armées sécessionnistes qui souhaitent la partition du pays en s'illustrant par des actes de vandalisme, notamment des intimidations, des enlèvements, des incendies d'édifices publics et privés, entre autres. Les atrocités les plus criantes, les intimidations, les enlèvements de citoyens innocents, les incendies d'infrastructures, notamment d'hôpitaux, tels celui récent de Moluka, les menaces de toute nature qui imposent les villes mortes, la fermeture de nombreux établissements scolaires, avec tout le préjudice imaginable sur la scolarité des enfants, ne sont pas et ne sauraient être le fait des forces camerounaises de défense et de sécurité, mais bel et bien le fait des bandes armées sans foi ni loi et en totale perdition. En rejetant en bloc les accusations de Human Rights Watch, le gouvernement note que le rapport de l'ONG internationale trahit un parti pris en faveur des bandes armées en minorant la responsabilité de ces groupes dans les atrocités perpétrées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement qui se montre rassurant sur la situation sécuritaire, désormais sous contrôle selon le ministre de la Communication, mais sur le plan humanitaire, c'est une autre réalité. Après l'ouest et le littoral, la Damawa est la troisième région qui est touchée par le flux des déplacés de ces régions anglophones. Limitrophe à l'ouest et au nord-ouest, Bankim est l'une de ces localités qui accueillent des centaines de déplacés venant de cette région du nord-ouest en proie à ce conflit entre l'armée et des groupes séparatistes. Et ces déplacés en détresse essayent tant bien que mal de refaire leur vie déracinée de leur région natale. Ils s'expriment dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. Si le conflit armé au sud-ouest et au nord-ouest fait malheur des centaines de milliers de réfugiés et déplacés internes, cette crise en zone anglophone fait aussi le bonheur des rares privilégiés, à l'instar de ce ferronnier installé ici à Bankim, dans le département du Mayo-Bagno, région de la Damawa. Ici Bankim, nul n'ignore ce qui se passe à Bamenda. Si vous y êtes, pas si sûr d'être en sécurité. Fuyant la guerre, l'homme est parti de son Bamenda natal, sans crier gare, laissant tout derrière lui. Même mes outils, je les ai tous laissés, ainsi qu'une partie de ma famille. So how is your family? Did you come here with your family? I came here with some.
Que faire pour les autres rester là-bas? J'y réfléchis toujours. Arrivé à Bankim en 2018, il n'était connu de personne. Aujourd'hui, son portefeuille client déborde et les commandes explosent. C'est juste une question de temps. Ça ira de mieux en mieux. À peine installé, j'ai beaucoup à faire. Imaginons les activités au bout d'un an. J'aurais trop à faire, mieux qu'à Bamenda. Malgré des soucis d'adaptation à son nouvel environnement, notre ferronnier coming from Bamenda fait de bonnes affaires et s'en sort plutôt bien. Vous savez, quand on a la paix, la vie va pour le mieux. Mais au fond de moi, je ne suis pas à l'aise à Bankim. Bien que gagnant honnêtement son pain quotidien et subvenant aux besoins de sa famille, le seul vœu ardent de notre ferronnier, c'est la fin de la guerre dans la zone anglophone, dans l'espoir d'un retour à son Bamenda natal. Restons dans l'Adamawa où des parlementaires s'y sont rendus afin d'encourager des étudiants porteurs de projets. Ces étudiants ont profité de la présence du président de l'Assemblée nationale pour évoquer leurs difficultés d'accès au financement en vue de développer leur activité entrepreneuriale. Des précisions avec Jean-Blaise Noupayé et Gladys Sidier. Le président de l'Assemblée nationale a présidé la 6e édition de la caravane de promotion de l'entrepreneuriat et de valorisation des métiers agro-pastoraux à l'université de Ngaoundéré. Les étudiants ont exposé leur savoir-faire, fruit de plusieurs années de recherche. Des projets que ces jeunes peuvent davantage développer s'ils ont des financements nécessaires. Plus précisément ici, dans la région de l'Adamawa, nous produisons 47 500 tonnes de lait par an. Malheureusement, ce lait ne se retrouve pas sur notre marché. Et ceci est dû à la mauvaise conservation du lait. Nous avons plusieurs types de produits, notamment des sirops. Des sirops faits à base d'ail, faits à base de ginseng, faits à base de gingembre, faits à base de tamarin et faits à base de citron. Nous transformons aussi de la viande de bœuf élevée ici en Ngaoundéré. Nous avons les saucissons, la viande hachée et la viande fumée. Nous faisons aussi des bonbons avec du lait frais. Rien n'est chimique, tout est bio. 10 étudiants et les meilleurs projets ont été primés, tout comme 63 meilleurs jeunes agriculteurs, éleveurs et entrepreneurs venus de 5 départements de l'Adamawa. 15 d'entre eux ont reçu des médailles. J'ai commencé avec des poules villageois. C'est là où j'ai grandi jusqu'à aujourd'hui. Cette médaille qui est accrochée à ma poitrine aujourd'hui, c'est grâce au travail. L'université de Ngaoundéré a reçu un incubateur, don du président de l'Assemblée nationale. Je lance ainsi un appel aux jeunes et aux femmes afin qu'ils soient des porteurs de ce combat qui leur ouvrira d'abondantes perspectives d'emploi et d'auto-emploi dans toute la chaîne de valeur du secteur agro-pastoral. La 6e édition de la caravane de promotion de l'entrepreneuriat et de la valorisation des métiers agro-pastoraux est organisée par le réseau des parlementaires Espérance Jeunesse pour la promotion des politiques et actions en faveur de la jeunesse et de l'enfance. Motivés par une soif d'opportunités économiques, ces jeunes Camerounais et d'autres jeunes d'Afrique centrale sont de plus en plus susceptibles d'envisager de partir de la sous-région pour s'installer à l'étranger. C'est du moins ce que révèle une enquête d'opinion publique réalisée auprès des jeunes Africains issus de 34 pays dans le continent. Des Africains qui ont désormais le regard tourné vers l'émigration. Quelles sont leurs motivations? Quelles sont leurs destinations si jamais ils venaient à concrétiser leur projet d'émigration? Élément de réponse avec Eric Watat et Donald Brice Kamgan. D'après l'étude, un Africain sur 5 pense à quitter son pays pour un autre. 3% ont déjà entamé les procédures et formalités d'obtention de visa. Les intentions d'émigrer sont plus importantes chez les hommes, 40% contre 33% chez les femmes, alors que les âges sont majoritairement compris entre 18 et 30 ans. S'agissant des destinations envisagées, l'enquête indique que la plupart des Africains souhaiteraient quitter leur pays d'origine pour un autre pays sur le continent,
soit 29% de personnes interviewées, 22% d'Africains souhaiteraient s'installer en Amérique du Nord et 7% en Europe. Sur le continent, les intentions d'émigration vers d'autres pays africains seraient plus fortes, d'abord en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ensuite, avec 40% de personnes au Cameroun, 45% au Gabon et 54% au Sao Tomé et Principe par exemple. Pour ce qui est des motivations des personnes enquêtées, 44% souhaiteraient s'installer ailleurs afin d'accéder à un travail, 29% évoquent la pauvreté et les difficultés économiques et 6% les études. En guise d'analyse, Afrobaromètre attire l'attention des 34 pays concernés par l'enquête. D'une part, ceux dont les citoyens souhaiteraient le plus partir sur les risques de perte d'une partie importante de leur population, les plus instruites et les plus créatives. Pour ce qui est des pays d'accueil, ils devraient être amenés à prendre des mesures pour faire face à l'afflux des masses supplémentaires. Et pour retenir les jeunes Camerounais, le gouvernement a misé sur le développement de l'économie numérique. Cependant, ce développement est confronté à de nombreux blocages qui sont liés à de sérieux dysfonctionnements observés dans le secteur, dans le domaine de l'économie numérique. Le ministre des Postes et Télécommunications brandit la régulation comme un moyen de pouvoir réduire de façon circonstancielle ces dysfonctionnements décriés par les acteurs du monde de l'économie numérique et l'expérience également des autres pays africains et d'autres pays avancés en matière d'économie numérique ont été brandis. Reportage, François Dikoumet et Sylvestre Hippolyte Zangao. L'économie numérique fait son bonhomme de chemin au Cameroun, mais pour plusieurs usagers, l'expérience n'est pas toujours fructueuse. Entre les arnaques et la non-maîtrise des processus, la délicatesse du secteur interpelle les pouvoirs publics. La mise en place de l'économie numérique passe automatiquement avec la mise en place d'une régulation. Il faut bien qu'il y ait un gendarme parce que ce secteur, il n'est pas matériel, c'est le cyberespace qui est, je peux dire, le doublon de ce que nous vivons à l'espace réel. Et le Cameroun, conscient de cela comme les autres pays, a équipé des structures particulières en formation, en équipement matériel pour pouvoir réguler, être des garde-fous dans ce phénomène qui va tellement vite. Cette régulation du secteur de l'économie numérique ne peut être menée sans tenir compte de l'évolution permanente des TIC. Le développement des TIC va à un rythme exponentiel. Ce sont des technologies de plus en plus sophistiquées. Donc il n'y a pas une période où on peut dire ça y est, on a tout arrêté en matière de régulation. C'est recherche et développement continuel pour anticiper là où vont les besoins des usagers. S'abreuver à l'expérience internationale devient donc capital, surtout pour contrôler l'action des opérateurs. Ce problème s'opposant donc à tous les pays, tous les régulateurs de réseaux francophones, ils vont donc faire une espèce de brainstorming, d'échange d'expériences pour voir comment est-ce qu'eux, ils arrivent à résoudre ces problèmes dans leurs pays respectifs. Parce que vous voyez la mesure de la qualité des services au Cameroun. C'est parce que vous, les consommateurs camerounais, vous avez après à vous plaindre. Parce qu'avant, vous subissiez sans vous plaindre. Au moment où vous exprimez votre désapprobation, les opérateurs sont obligés d'améliorer la qualité de service. Il faut bien que le régulateur soit là pour s'assurer qu'il améliore la qualité selon les normes internationales. Il est impératif de bien réguler le secteur si les pouvoirs publics veulent relever le défi de positionner le Cameroun comme le carrefour de l'économie numérique en Afrique centrale. Toujours dans ce chapitre économie, des promoteurs des compagnies de transport font de la résistance. Près de la moitié d'entre eux n'ont pas encore entamé la procédure de régularisation de leur situation administrative. Le gouvernement les rappelle à l'ordre et selon les statistiques officielles, des Camerounais automobilistes sont devenus des champions en excès de vitesse et près de 7000 conducteurs ont été dépistés positifs aux alcotests, ce qui les expose à un risque élevé d'accidents mortels. On fait le point avec Marcelin Gansop. Réduire de moitié le nombre de blessés et de tués sur nos routes d'ici 2020, c'est-à-dire dans un an. Voilà le défi suprême que veut relever le ministère des Transports.
Une mission presque impossible lorsqu'on voit comment les automobilistes se rendent coupables de plusieurs infractions, dont la plus grave et la plus récurrente est l'excès de vitesse. 2 accidents sur 3 sont causés par l'excès de vitesse. C'est pour cette raison que les radars fixes installés le long de la nationale numéro 3 sont passés à la phase plus opérationnelle. J'ai signé en date du 27 novembre 2018 un communiqué mettant fin à la phase expérimentale des 10 radars, à la suite de laquelle les représentants des compagnies de transport routier interurbain de voyageurs ont été invités ici même, à titre pédagogique, à prendre connaissance de leurs passifs respectifs en matière d'excès de vitesse et des amendes qui auraient pu leur être infligées. Mais le gouvernement ne baisse pas les bras pour faire reculer les accidents de la circulation qui endeuillent de nombreuses familles, sans compter les pertes économiques. Pour lutter ainsi contre les accidents de la circulation dus à la consommation excessive d'alcool au volant, nous avons fait l'acquisition d'environ 1 500 000 alcotests chimiques et électroniques. 500 000 alcotests chimiques ont été mis à la disposition de la gendarmerie nationale et à la sûreté nationale, et 500 alcotests chimiques ont été mis à la disposition de chacune des agences de voyage pour un autocontrôle de leurs conducteurs. Le ministère des Transports a récemment suspendu 85 compagnies de transport pour exercice illégal. En ce qui concerne la lutte contre le transport routier clandestin, avec les effets conjugués sur la concurrence déloyale subie par les professionnels réguliers du secteur des transports, le manque à gagner observé au niveau des caisses de l'État est énorme et les pertes en vies humaines et matérielles enregistrées. Nous avons encore en mémoire les 117 morts enregistrés au mois d'août 2017 et plus récemment encore, les 40 et les 36 morts enregistrés suite aux accidents de la circulation routière impliquant des bus effectuant un transport clandestin. À ce jour, seules 40 d'entre elles ont entamé la procédure de régularisation de leur situation administrative. Les autres traînent encore le pas et sont considérés pour l'instant comme des agences clandestines. Le patron de transport, qui joue pour la énième fois la carte de la pédagogie, leur accorde encore quelques temps avant de lancer la phase répressive. Ces agences de voyage récalcitrantes qui ont été suspendues continuent pour certaines de fonctionner, bafouant ainsi la réglementation en vigueur. Mais pour combien de temps? Seul l'avenir nous le dira. Un des défis du ministère des Transports, c'est la réforme du permis de conduire. Je vous propose à présent d'écouter Jean-Ernest Masséna-Ngale-Bibere qui revient sur les enjeux d'une telle réforme pour assainir le secteur des transports au Cameroun. De la réforme du circuit d'obtention et de délivrance du permis de conduire, dont l'évaluation pratique de sa mise en œuvre a permis de procéder d'une part à l'informatisation complète du fichier des auto-écoles, à la sécurisation complète des épreuves d'examen théorique, à l'informatisation et à la sécurisation complète des résultats d'examen, d'autre part au renforcement du système d'information des demandeurs de permis de conduire, avec la diffusion de plus de 75 600 passages au niveau des messages de situation de leur dossier, à l'éradication complète des faux dépôts par l'introduction d'un formulaire réglementaire de demande de permis de conduire informatisé et codifié par auto-école et par candidat, qui a mis à la disposition des demandeurs, et ceci à titre gratuit. Il s'agit également du renforcement du dispositif de conversion du permis de conduire, qui a permis la détection de plus de 7000 faux permis, notamment les permis étrangers et militaires. Enfin, à la sécurisation de plus de 500 000 titres de transport. À titre d'illustration, plus de 10 500 noms frauduleux ont été détectés et rejetés par le système de sécurisation des documents de transport en 2018. Le nombre de candidats fictifs est ainsi passé de 13 700 en décembre 2017 à 24 260 au 31 décembre 2018. Dans le reste de l'actualité, grosse frayeur dans la nuit de mardi à mercredi dans le 5e arrondissement de Douala. Il y a eu des échanges de coups de feu entre les éléments du commissaire divisionnaire Hervé Marie Omdoa et 4 malfrats.
Ces derniers avaient fait irruption dans une résidence située à Bonamoussadi entre 22h et 2h du matin. Parmi ces 4 malfrats, un a été neutralisé, un autre abattu, 2 ont fuite. Et l'intervention de la police a permis de saisir des pistolets avec munitions, des munitions de calibre 12, mais également des menottes. Et la famille, qui a été séquestrée durant quelques heures, a pu retrouver les objets de valeur qui avaient été déjà emportés par ces malfrats. Parlons à présent de l'Algérie. Après cette démission d'Abdelaziz Bouteflika, c'est une liesse, des scènes de liesse populaires observées en Algérie. Le président algérien qui a démissionné, lui qui comptait le faire avant le 28 avril 2019, finalement a précipité sa décision à la suite d'une pression populaire. On en parle dans ce reportage que signe Eric Marchand-Diomont. Scène de liesse populaire dans les rues d'Alger ce mardi 2 avril au soir. Ces populations ont confirmation de la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Harcelé par la rue depuis plusieurs semaines, le héros de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie a finalement déposé sa démission avec effet immédiat. L'armée est présentée comme ayant joué un rôle important dans ce départ précipité. Le patron de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, aurait sommé le désormais ex-président de la République d'Algérie à appliquer l'article 102 de la Constitution qui porte sur le constat d'empêchement du président. Contre l'avis des membres de sa famille et même de certains membres de son entourage, le président a finalement jeté l'éponge. Pour assurer la transition et organiser des élections dans 3 mois, c'est le président du Sénat, 77 ans, qui prend les rênes. Seulement, il est considéré par la rue comme un pur produit du système Bouteflika. Dès lors, de nouvelles manifestations sont engagées pour réclamer une transition menée par la société civile. Une société civile et une bonne partie de l'opposition désormais prête à en découdre avec le régime et l'ensemble de son système. Je vous invite à présent à découvrir les prouesses et le talent artistique d'un autiste. Il a à peine 30 ans. Il a fait une belle exposition de ses œuvres artistiques, une occasion pour lui de sensibiliser l'opinion publique sur cette maladie qui touche déjà de nombreux enfants au Cameroun. Reportage. Ces œuvres d'art, soigneusement exposées çà et là, cristallisent favorablement l'attention dès le premier regard. Ceci par le jeu de couleurs, le choix des supports, des motifs, ainsi que les messages véhiculés. Luc Olivier, autiste artiste, est l'auteur de ces merveilles. Malgré ce handicap, il a pu, grâce à ses proches et à son passage au centre Orchidée Home, faire valoir sa passion pour les couleurs. C'est le couronnement d'un travail de 30 ans, parce que depuis que Luc Olivier est né, nous avons découvert 2-3 ans après qu'il était atteint d'un handicap qu'on appelle l'autisme. Les professionnels ont repéré en lui des compétences et l'amour des couleurs. Et grâce à cette découverte de ces professionnels, il a eu cette orientation vers l'apprentissage des métiers d'art. Son maître en dessin et peinture, Étienne Maurice, se réjouit de ce que cet élève soit désormais son collaborateur. Et puis j'ai trouvé qu'il avait un faible pour les dessins et pour des femmes. Je dis bien femmes, je le souligne très bien, hein, parce que vous allez voir sur ces dessins, il y a toujours le visage avec le rouge à lèvres. Il y a tous ces traits-là, et il y a toujours de la banane. Lorsqu'on dit banane, toujours le sourire. Et là, Luc Olivier a aujourd'hui une signature. Ce n'est plus un élève. C'est pour moi un collaborateur avec qui je peux travailler, puisqu'on est en train de... J'ai un enfant autiste, moi je suis pas autiste, donc on est en train de faire un duo. Ce jeune autiste a saisi l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme pour faire cette exposition. Un moment de véritable régal pour tous. Eh ben, je suis très favorablement impressionnée, j'aime beaucoup. Ce qui me frappe beaucoup, c'est l'utilisation des couleurs, vraiment des couleurs gaies. Comme on dit, l'autisme c'est un sujet un peu grave, mais vraiment l'impression qu'on a devant ces tableaux, c'est vraiment une impression de fraîcheur, de gaieté. L'objectif pour voler, non seulement au secours des enfants autistes, mais aussi de prouver qu'être handicapé n'est pas une fatalité. Comme quoi, on peut être autiste,
mais manifester des compétences exceptionnelles dans plusieurs domaines. Des séries d'actions seront menées durant ces journées camerounaises de l'autisme pour barrer la route à cette maladie. Les Nations Unies adoptent le 2 avril comme la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et c'est donc comme cela que nous, autour du 2 avril, nous avons plutôt étalé une semaine. Nous appelons 7 jours d'action pour combattre l'autisme. Le centre Kidérom, précisément, spécialisé dans la prise en charge de l'autisme, reste toujours prêt à accueillir tous les enfants atteints de ce handicap. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. René Emmanuel Sadi se pose en défenseur des forces de défense et de sécurité et s'oppose au rapport de Human Rights Watch. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, tient à rassurer l'opinion publique sur l'engagement des forces de sécurité à défendre l'intégrité du territoire et protéger les populations contre les exactions menées par les groupes séparatistes. Selon le ministre de la Communication, ce sont ces groupes séparatistes qui ont le plus mené des actes de violation des droits de l'homme. Il déplore le fait que Human Rights Watch n'en fait pas assez cas dans son rapport concernant la situation des droits de l'homme, et il rassure également sur la situation sécuritaire qui, selon lui, est sous contrôle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le professeur Maurice Kamto refuse d'être jugé en catimini. Et son parti politique, le MRC, s'insurge contre les démarches judiciaires, ces procédures qui se déroulent en catimini, vous l'avez dit, des procédures qui les empêchent de pouvoir exposer au public des cas de violation des droits humains de Maurice Kamto et d'autres camarades du MRC qui sont placés en détention depuis près de 2 mois. Ils exigent leur libération et rejettent déjà les conclusions des décisions de justice qui pourraient être prises dans un tel contexte où les droits des justiciables, selon le MRC, ne sont pas respectés. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, deuxième partie, Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.